Bonjour, nous allons vous présenter le roman national. Le roman national ou récit national est la narration romancée qu'une nation offre de sa propre histoire. Cela a été inventé une première fois sous le Second Empire par le duo d'écrivains alsaciens Erckmann-Chatrian ou par son éditeur Pierre-Jules Hetzel. L'expression a été inventée une deuxième fois dans les années 1990 dans un sens très différent par des intellectuels regroupés autour de la revue Le Débat, fondée par Pierre Nora et Marcel Gaucher. On parle alors du roman national de la France, comme d'une fable que le pays se raconte à lui-même pour ne pas voir la réalité qu'il doit affronter. Premièrement, comment raconte-t-on l'histoire ? On peut imaginer l'histoire comme une succession de dates et de personnages, mais cette manière d'enseigner l'histoire date plutôt du XIXe siècle. On a pu la connaître quand on était en primaire. Elle nous vient d'une époque où on met en place l'école gratuite, laïque et obligatoire. On réfléchit à une manière de mettre en valeur l'héritage à travers des personnages importants et des événements emblématiques qui montrent la grandeur du pays. Ernest Lavis écrit un manuel scolaire à cette époque, et pour lui, l'histoire s'apprend par le cœur, et les personnages qu'on étudie sont des personnages nationaux. La première raison qui illustre cette mise en place de ce type d'histoire est une raison religieuse. À l'époque, les écoles sont tenues par des congrégations religieuses, c'est-à-dire des instituts de vie consacrés dont les membres font des vœux religieux simples. Cela ne plaisait pas à la Troisième République, mise en place depuis assez peu de temps, dont on décide de fermer ces écoles pour pouvoir ouvrir des écoles républicaines dans lesquelles on enseignera ce qu'on veut. La deuxième raison, qui illustre la mise en place de ce type d'histoire, c'est aussi qu'on veut fermer de bons citoyens. En 1848 a été mis en place le suffrage universel masculin, dont les Français ont pu voter pour Napoléon III. Les Français ont voté pour quelqu'un qui mit à la fin de la République qui leur avait permis de voter. C'est assez paradoxal. C'est pour cela qu'on veut éviter cela en permettant aux Français d'avoir une meilleure culture républicaine. Et la troisième raison, pendant la guerre de 1870, les Français ont perdu contre les Prussiens, et on pense à l'époque que les Français ont été battus parce qu'ils étaient moins patriotes que les Prussiens, et qu'ils s'y connaissaient moins bien en histoire et en géographie. C'est pour cela que la France veut mettre en place une école qui mette en avant l'unité nationale, c'est-à-dire une cohésion des ressortissants d'un État. Pour cela, on utilise l'exemple des Gaulois, mais aussi l'unité religieuse. On parlera du baptême de Clovis, et aussi l'exemple de Jeanne d'Arc. La vision de l'histoire qu'avaient les élèves au XIXe siècle était donc incomplète et parfois complètement inventée. Par exemple, les Gaulois qu'on imaginait sauvages et vivant dans la forêt est une vision un petit peu décalée comparée à la réalité. Cette manière d'enseigner l'histoire dans les écoles correspond à l'école historique méthodique. C'est un courant historiographique, donc, pour résumer, l'histoire de l'histoire. Comme pour les programmes de l'époque, on s'intéresse aux biographies, aux politiques, à l'événementiel et surtout aux sources écrites. Dès 1903, cette école est critiquée par François Simion, dans les trois idoles de la tribu des historiens, qui considèrent que l'école méthodique est politique, individuelle et chronologique. Pour lui, ce n'est pas très bien parce qu'il faudrait essayer un petit peu plus de contextualiser, d'élargir un petit peu son propos. L'histoire du style nos ancêtres, les Gaulois, ne fait pas long feu dans la recherche historique au XXe siècle. Par contre, dans les programmes, elle reste un peu plus longtemps, et c'est pour cela qu'on va s'intéresser aux différents programmes qui suivent plus ou moins les recherches historiques. 1880 à 1955, on reste dans le roman national, dans une histoire plutôt traditionnelle de la France. Mais à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on sort d'un conflit qui a bouleversé toute l'Europe et les autres continents. On commence donc à s'intéresser aux civilisations étrangères, notamment à ses voisins. Donc, on introduit dans les programmes des études des sociétés extra-européennes. Ensuite, à partir des années 70, on a une nouvelle approche de l'histoire qui est plus thématique. Par exemple, on étudie la naissance et le développement des villes, ou encore l'évolution des navires et des transports maritimes. Donc là, on ne fait plus une histoire qui va d'un point A à un point B, on s'intéresse à des thèmes, on développe un peu plus.
Ensuite, dans les années 80, on a un retour en arrière puisqu'on était parti sur une histoire fort thématique. Cela perturbe certaines personnes qui se disent « Mais on fait plus d'histoire traditionnelle, qu'est-ce qui se passe ?» Et une du Figaro qui date des années 70-80 où il est écrit « Français, on n'enseigne plus l'histoire à vos enfants, ça fait peur ». On écrit de nouveaux programmes et dans ces nouveaux programmes, on met à nouveau en avant une culture commune, une culture républicaine, nationale et aussi européenne. C'est à ce moment qu'on remet en place l'éducation civique. On retrouve un petit peu le roman national, de plus qu'à cette époque, on a de plus en plus d'enfants issus de l'immigration dans les classes et on veut qu'ils adhèrent aussi à cette culture commune. Et enfin, dans les années 95, cette fois, on a un nouveau revirement avec les notions qui apparaissent de mémoire, de patrimoine et de devoir de mémoire, notamment en lien avec la Seconde Guerre mondiale, la mémoire de la Shoah et les événements, les monuments, et tout ça se ressent dans les programmes. Par exemple, Nicolas Sarkozy avait voulu mettre en place la lecture de la lettre de Guy Môquet dans tous les lycées. Les programmes actuels mélangent un peu tout ça. En primaire, on a un retour de repères classiques. Alors on étudie Alésia, on aborde le baptême de Clovis. Par contre, au collège, on a une ouverture vers d'autres civilisations. Par exemple, en 6e, on étudie l'Inde et la Chine ancienne. En 5e, on étudie les royaumes africains médiévaux. Et au lycée, on peut avoir certaines études plus thématiques, sur Internet par exemple, sur les médias, et surtout le long du XXe siècle. On a alors des approches très différentes, qui peuvent du coup rendre un peu plus confus la manière d'enseigner l'histoire aux élèves, puisqu'ils étudient des types d'histoires différentes en fonction de la primaire, du collège et du lycée. Conclusion. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'écriture de l'histoire évolue. Tout le temps, pas seulement en fonction des événements, mais aussi en fonction de l'intérêt des historiens pour tel ou tel type d'histoire, et également des enjeux politiques derrière l'écriture de l'histoire et des programmes scolaires.